La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Comme quoi, la forme peut être importante aussi. Donc Didier Vachon, donc vous êtes directeur de France Bleu Isère et délégué régional ou directeur régional? Délégué régional, donc vous allez nous dire de la région Rhône-Alpes et Bourgogne. Écoutez, le matin, et vous évoquiez ce matin la présence des auditeurs sur des informations locales qui touchent la vie du quotidien. C'est un peu l'idée, France Bleu Isère, le quotidien. Alors, je voulais justement démarrer sur deux interventions au moins qui ont mentionné le côté la vie est trop dure, les médias en sont le reflet, et malheureusement ou heureusement, on ne va pas dire à France Info de ne parler que des trains qui arrivent à l'heure. C'est une radio qui est aussi faite pour parler de l'information qui est difficile actuellement. On vient de le voir et on y pense à ce qui s'est passé à Bruxelles hier. Pour autant, nous, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite sur les radios locales de Radio France. Depuis quelques années, je suis un enfant des radios locales de Radio France, puisque j'étais dans la première d'entre elles, Fréquence Nord à Lille en 1980. J'ai créé il y a 2 ans la 44e à Saint-Étienne. Et justement sur le côté positif, optimisme, on essaye de travailler dans cet esprit-là. Parce qu'une radio, ce sont des journalistes, ce sont des techniciens, ce sont des animateurs, et ce sont des auditeurs. J'aurais peut-être dû le dire à l'envers, ce sont d'abord des auditeurs qui tous les jours sont sur notre antenne, sur nos antennes de proximité, et qui viennent nous apporter de l'information. Alors effectivement, elles peuvent paraître sans intérêt, ces informations. Ils viennent nous parler de la météo. Mais la météo, c'est très important. Et je suis sûr que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, bon, la météo », mais en même temps, si le matin, on aime bien savoir, et on aime bien avoir à Bourdoisan ou à Grenoble un peu connaître le temps qu'il fait, et puis ça permet aussi de se rencontrer, de se raconter entre auditeurs. C'est aussi la route, et on sait que là c'est pas trop positif dans la région, mais enfin c'est aussi la capacité des fois de donner des conseils de circulation. Et je parle des auditeurs et du côté positif parce que pour nous c'est très important, et pour toutes les équipes, tous les matins, on se pose la question pas seulement de retranscrire, et on le fait, ce qui se passe, ce qui ne va pas bien dans la région, mais on s'applique à aussi penser à ce qui peut aller bien. J'entendais tout à l'heure donc 2 personnes parler de cet aspect-là. Je rajouterais à ça quelque chose qui n'est pas radiophonique, mais qui montre bien que ça a énormément d'intérêt. C'est le succès du film Demain, le film qui justement essaye d'être positif et qui n'a pas été vendu par les médias pour le coup, ou pas trop, et qui par le bouche à oreille est devenu quelque chose de formidable. Je reviens à mon univers, celui des médias. Il est vrai qu'on a besoin de positif. On a besoin, non pas du monde des bisounours, c'est pas de ça dont je parle, mais on a besoin d'entendre qu'il se passe des choses qui se passent bien. On a besoin de savoir que la fête du travailleur alpin, c'est aussi quelque chose dans le monde de Grenoble et de l'Isère à un moment donné de l'année, où des gens se rencontrent, se racontent et font de la musique. Et c'est important que nous soyons aussi cet écho-là. C'est pour ça que si l'humanité s'applique à ce que le monde culturel soit vraiment présent, on fait ça aussi chez nous, et tous les jours, et au moins 1 heure par jour de façon très thématique entre 18h et 19h, mais on le fait aussi toute la journée en annonçant beaucoup de choses qui se passent dans la région. On donne la parole là aussi à nos auditeurs le samedi, le week-end, pour qu'ils nous annoncent leurs événements, aussi petits et grands soient-ils, parce que leurs événements sont obligatoirement les plus importants puisque ce sont les leurs. Donc là aussi, on porte attention à ça. Et le succès des radios locales de Radio France aujourd'hui, c'est celui-là. On en parlait ce matin, puisque j'ai eu la chance d'avoir M. Taldi qui est venu à la radio visiter France Bleu Isère. Bon, il connaissait, il connaît les France Bleu, mais il ne connaissait pas Grenoble, France Bleu Isère. Donc on en a discuté parce qu'effectivement, on voit vraiment l'attachement des auditeurs, l'attachement à ce média qu'est France Bleu Isère. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je cultive, et je voudrais qu'on me dise qu'effectivement, je suis patron d'une radio optimiste. J'en viens quand même à l'oxygène dans les médias. L'oxygène dans les médias, c'est aujourd'hui, pour les journalistes, pour les animateurs, pour tous ceux qui travaillent en radio, c'est des millions d'écrans, des millions d'antennes, des millions de smartphones, tout. On est entouré, alors ça je te rejoins totalement là-dessus, on est entouré par des moyens d'utiliser notre temps média. Et le temps média, quand vous disiez tout à l'heure 20 ans à écouter, 20 ans à être entouré des médias. Oui, mais il y a 20 ans, 30 ans, il y avait 4 radios. Il y avait, si je parle que de milieu radiophonique, il y avait 4 grandes radios qui étaient Radio Monte Carlo, RTL, Europe 1 et France Inter.
Aujourd'hui, rien que sur la bande FM à Grenoble, vous avez entre 40 et 45 radios. Il y a d'ailleurs des radios associatives, de moins en moins, mais encore très vivaces à Grenoble, et ça c'est important parce que c'est pas le cas partout. Et puis il y a vraiment toutes les formes de radio. Et toutes ces formes de radio essayent d'aller sur le numérique. J'ai entendu que pour l'humanité c'était difficile. C'est très compliqué pour nous aussi, hein, parce que on n'a pas les moyens, on n'a pas les habitudes, on doit former, on doit aussi amener les gens à venir nous écouter sur de la radio filmée ou pas, mais à utiliser leur smartphone, à utiliser leur temps média, en venant aussi sur la proximité. La proximité, c'est d'ailleurs pas obligatoirement l'intérêt des plus jeunes, hein, les 15-25 ans, ils ont envie de grignoter l'info partout. Et justement, peut-être que notre info de proximité, qui passe aussi sur France Info et France Inter dès qu'elle devient un peu hexagonale, elle peut toucher les jeunes, non pas en faisant une chaîne spéciale de proximité pour les jeunes, mais parce que l'info qu'on traite va aller sur le numérique, va aller sur les réseaux sociaux, va aller sur les smartphones, et là on va rencontrer nos auditeurs plus jeunes. On ne va pas chercher à les installer sur l'antenne de France Bleu Isère au quotidien. Et je dis que là il y a un espoir d'oxygène, parce que ce temps média, à la fois il y a beaucoup plus de médias, mais il y a un intérêt particulier à ce que nous, journalistes, nous redevions des journalistes. Tu parlais de sources tout à l'heure. Pendant des années, il y a des journalistes qui se sont dit, bon maintenant on a une source, c'est bon, ça suffit. En plus le gars je le connais, je suis sûr qu'il ne m'a pas dit de bêtises, et je peux le diffuser, c'est sûr, c'est bien, je suis super content, j'ai mon sujet. Aujourd'hui, notre ambition à nous, parce qu'on entend beaucoup, tous journalistes, tous capables de prendre hier une photo, un film, avec son smartphone sur Bruxelles, sauf que si vous les regardez bien, ces images, elles ne donnent pas d'informations, elles donnent des images. Mais il n'y a aucun, on ne sait pas où c'est. On a même eu hier le coup d'une ancienne vidéo qui n'avait rien à voir avec les événements. On a fait croire pendant quelques heures sur les réseaux sociaux que c'était des photos, des images de Bruxelles. Ce n'était pas du tout le cas. Donc là, nous, notre défi à nous, des médias à partir de maintenant, mais présent et futur, c'est de redevenir totalement journaliste. C'est-à-dire effectivement d'être indépendant, d'être capable de se dire je veux avoir plusieurs sources. La première personne qui parle n'a pas raison, qu'elle soit institutionnelle, ma parole. Je donne un monsieur qui parle du ministère de l'Intérieur, qui donne des infos à France Info, qui n'en donne pas. Bien sûr, c'est une source que le ministère de l'Intérieur dise on ne vous dit pas certaines choses qu'on ne veut pas que vous les diffusiez. Mais il y en a d'autres, des sources. Il y a d'autres gens qui, et puis il y a notre regard à nous journalistes et l'importance de notre rôle, c'est de ne pas diffuser effectivement des contenus dont on peut penser qu'ils peuvent alerter, qu'ils peuvent faire plus de mal que de bien. C'est difficile quand on est dans l'immédiateté et qu'on va très très vite à faire de l'info. Donc ça aussi, il faut qu'on redevienne, et je sais que je vais passer la parole à Chloé Salle qui s'occupe des journalistes et des plus jeunes, de ceux qui vont être les journalistes de demain. C'est ça qu'il faut, là où il faut s'oxygéner absolument, c'est qu'il faut que nos jeunes journalistes comprennent que le monde est entre leurs mains, mais un monde de journalistes nouveau, où on va véritablement encore être plus rigoureux qu'on n'a jamais été. Parce qu'on n'a plus 4 radios, on en a beaucoup plus, et on a plein d'écrans, et on a plein de possibilités d'avoir l'information, sauf que la plupart du temps, c'est pas d'information. Vous êtes donc enseignante-chercheur à l'école de journalisme de Grenoble, vous formez ces futurs journalistes. Bonsoir, alors en effet je suis enseignante-chercheur à l'école de journalisme de Grenoble et l'école de journalisme de Grenoble, le JDG, c'est l'une des 14 écoles en France reconnues par la CPNEJ, donc la Commission paritaire pour l'emploi des journalistes. Il y a 14 formations avec leurs spécificités reconnues pour leur prestige, leur histoire, leur localisation géographique à Paris notamment. Et puis aussi leur spécialité dans la formation. Et donc à Grenoble, on essaye d'insister non seulement sur les pratiques journalistiques pour le web, mais surtout aussi sur les enjeux dont relève le web pour les pratiques journalistiques. Donc c'est pas seulement une formation aux pratiques, mais c'est aussi une réflexion sur ces pratiques et une réflexion sur ces pratiques qui sont en train de se renouveler. Voilà. Donc, la question, est-ce que Internet, par exemple, permet d'oxygéner les médias ? Généralement, on entend beaucoup parler de l'Internet comme participant aux mots, je dirais, des médias,
Alors l'Internet renforcerait les désinformations, les emballages médiatiques, le matraquage médiatique. Et donc, pourtant, il y a quelques recherches qui permettent de voir des lueurs d'espoir sur ce que peut permettre aussi l'Internet de positif pour les médias. Et donc je pense à un projet de recherche en particulier qui date maintenant de 2011, mais qui s'appelait IPRI, donc c'était l'ANR, Internet, Pluralisme, Redondance de l'information, qui a été menée par des chercheurs à Paris 3. Et donc cette recherche avait montré finalement sur un corpus, cette recherche interrogeait le pluralisme de l'information en ligne. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'informations en ligne, de toutes sortes, est-ce que finalement l'Internet participe à renforcer le pluralisme de l'information et des médias? Et donc leur corpus d'études était composé de sites de médias, mais il était composé aussi de blogs et s'intéressait également aux réseaux sociaux. Et finalement, certains des résultats de cette recherche, c'était de montrer que alors oui, les sites des médias en ligne ont tendance à suivre l'agenda médiatique qui existe déjà par ailleurs, mais l'Internet, les sites natifs de l'Internet, donc notamment les pure players, si on parle des médias, participent aussi, proposent souvent un angle différent sur des mêmes sujets. Par ailleurs, ils vont avoir tendance aussi à aller plus dans l'analyse pendant plus longtemps que d'autres médias qui sont contraints par leur forme, contraints par le temps. Voilà. Et puis des résultats aussi à propos de Twitter qui étaient très intéressants, parce qu'on a tendance à reprocher à Twitter de cadrer l'information en 120 ou 140 caractères. Finalement, ce qu'ils ont remarqué, c'est que certains sujets d'actualité rebondissaient sur le temps long, en fait, sur Twitter, sur plusieurs jours, alors que finalement les médias sont aussi contraints d'avancer, de parler. Ils n'ont pas forcément les moyens d'entrer tout le temps dans l'analyse des sujets, et que par ailleurs, Twitter non seulement participait à étendre un petit peu la traîne de l'information. Twitter participe à ce débat, mais aussi à mettre en avant des actualités, des informations qui auraient tendance à être perdues dans les fins fonds de l'Internet autrement. Voilà. Donc ça, c'était juste le cas de Twitter. Alors, c'est des résultats qui peuvent paraître intéressants et optimistes, mais qui posent quand même la question de la visibilité, puisque s'il y a une grande pluralité de l'information en ligne, aujourd'hui, vous le savez, on a des infomédiaires qui, vous en avez parlé, des infomédiaires qui participent beaucoup à la visibilité des informations et de certains médias en ligne, et qui, par ailleurs, en fonction de leurs règles souvent changeantes de visibilité en ligne, puisque les algorithmes, puisqu'ils travaillent constamment sur ces algorithmes, finalement, le danger éventuellement, c'est que cette originalité-là, elle puisse justement être perdue au fin fond de l'Internet. Alors, avant que je me perde complètement. Les infomédiaires. Allez-y. Alors, attendez, juste les infomédiaires, pendant que Monsieur Fougon prend ça consiste en quoi? Alors, pardon, j'aurais pu dire aussi certainement les géants de l'Internet, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, donc voilà. Et les infomédiaires, donc certains, donc Google, Facebook, sont des infomédiaires, ils sont des intermédiaires de l'information. Et ils font beaucoup de chiffres d'affaires là-dessus d'ailleurs, et ont d'autres intérêts qui sont celui du recueil des données, qu'ils vendent très très cher. Donc, oui, voilà.
À mon avis, il faut se méfier de Twitter et de la représentation que ça donne et de cette espèce de bruit de fond médiatique constant. Twitter, c'est quand même quelque chose qui touche très peu de monde, et surtout les CSP+, les VIP, les journalistes, etc. Et vous ne verrez jamais sur Twitter un débat ou un tweet clash autour de la situation des infirmières anesthésistes. Ça n'intéresse absolument pas Twitter. En revanche, on est dans les polémiques entre journalistes, etc. Donc il faut se méfier de Twitter, à mon avis, parce que là, on parlait tout à l'heure de représentation de la société, là on a quelque chose qui déforme un peu la vision des sujets de conversation de l'intérêt. Alors que Facebook, en revanche, le grand public s'est complètement approprié Facebook, qui est devenu un média qui permet de diffuser énormément d'informations et qui touche un grand nombre de personnes. Et là, en revanche, on trouve des débats qui, j'allais dire, sont un peu à hauteur d'homme. Voilà. Je voulais introduire un peu cette différence-là, parce que l'obsession de Twitter m'agace un peu quelquefois quand on est entre nous. D'accord, alors il ne faut pas être média-centré et se dire que tout passe sur Twitter, c'est pas du tout ça. Après, il se trouve que le projet de recherche a particulièrement porté sur Twitter, et que c'est malgré tout, si Twitter est utilisé par une certaine catégorie sociale, je pense qu'il est important et intéressant de savoir qu'en fait, il y a oui, une représentation ou probablement une surreprésentation de certaines thématiques sur Twitter. Et d'ailleurs, c'est intéressant, beaucoup de questions sur l'Internet, sur les lois autour de l'Internet, sur l'indépendance d'ailleurs sur l'Internet et comment éventuellement se battre pour elle. Et c'est intéressant aussi de savoir que finalement, ça peut être aussi un lieu pour accéder aussi à une pluralité d'informations. Mais voilà, enfin, malgré tout, on ne peut pas être média-centré, et il y a beaucoup plus de monde sur Facebook aujourd'hui. Mais justement, la question qui se pose avec Facebook, c'est celle de l'algorithme et des informations qui sont favorisées. Et puis par ailleurs, de la qualité des débats. Puisque commentaires, oui, il y a, mais est-ce que les journalistes, par exemple, ont le temps, ont les compétences pour animer des débats sur Facebook? Et donc, lorsqu'on voit sur Facebook une information qui a été relayée par un média et qu'il y a un certain nombre de likes, un certain nombre de partages et puis un certain nombre de commentaires, bon, ben, c'est tant mieux parce qu'on se dit que ça marche, ce média-là intéresse du monde, mais par ailleurs, les deux commentaires, c'est des questions que je me pose, les deux top commentaires qui sont présents sous l'information, qui choisit quels sont ces top commentaires? Il me semble que c'est pas forcément les journalistes, c'est probablement Facebook, et donc là, il y a des questions à se poser justement. Donc, par exemple, à l'école de journalisme, nos étudiants doivent être formés aux compétences de, alors comment l'appeler, parce que ça s'appelle différemment dans toutes les rédactions, mais social media editing, disons, parce que comme ça on parle d'editing et pas forcément de management. Et nos étudiants doivent être formés à ça. Aujourd'hui, ils doivent savoir écrire pour Twitter, enfin publier une information sur Twitter, publier une information sur Facebook. Et finalement, c'est aussi très important qu'ils comprennent comment le média est contraint d'être présent sur ces plateformes, quel est le pouvoir de ces plateformes-là, et comment ces plateformes participent aussi à cadrer l'information, et notamment, sinon sur la question des 140 caractères, sur le débat, par exemple, qui va être mis en avant sous l'information. Et donc, si on fait travailler nos étudiants sur ces pratiques de social media editing, auxquelles ils ne peuvent pas du tout échapper aujourd'hui, on les fait travailler et réfléchir et interviewer aussi les gens qui sont en train d'initier ces nouvelles pratiques aujourd'hui au sein des rédactions. Et donc on a des cours qui sont un peu des labos comme ça, des nouvelles pratiques dans lesquelles on leur demande de rédiger des articles, de travailler sur des articles qui vont être des articles d'analyse de ces nouvelles pratiques. Avant qu'ils mettent les mains dans le cambouis et qu'ils n'aient plus du tout le temps de ça, justement. D'accord. Une dernière question, peut-être. Je me souviens, quand j'étais à l'école de journalisme, on avait des options télé, radio, et presse écrite, et puis ce qu'on appelait la presse électronique. Et j'étais tout seul à choisir la presse électronique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a chez les jeunes journalistes une envie de travailler
plutôt sur un média où on est dans l'idée qu'un journaliste, finalement, doit savoir tout faire. Certaines rédactions leur demandent de savoir tout faire, le son, l'image, etc. Est-ce qu'il y a des tendances comme ça chez les jeunes journalistes? Est-ce qu'ils ont envie d'aller vers l'un ou l'autre? Et puis, ma question cachée derrière, c'est est-ce que la presse écrite, eh ben, elle attire encore des vocations? Alors du coup, la formation aujourd'hui, elle est structurée autour des 3 spécialités télé, radio et presse écrite. Et la formation à l'Internet, elle est transversale. C'est-à-dire que, quelle que soit la spécialité choisie, les étudiants ont aussi une formation aux compétences nécessaires pour la production d'informations pour l'Internet. Après, les chiffres se maintiennent, étonnamment. Les étudiants, donc, ils se maintiennent sur chacune des 3 spécialités, et notamment en presse écrite aussi. Et il y a chaque année quelques étudiants en fait, qui ont envie de tout faire. Sauf que bon, on essaye de les encourager à plutôt affûter des compétences dans une spécialité et puis bien évidemment se former à l'Internet, mais certains étudiants sont convaincus qu'ils deviendront le Shiva, le journaliste Shiva.